va. Oui, bonjour à tous. Je suis avec Maître David Nabé-Martin, avocat au barreau de Toulouse, et je suis Odile Morin, présidente de l'association Audi Social. Et on est venu faire une conférence de presse pour parler d'un nouveau recul des droits des personnes handicapées avec un gouvernement qui donne d'une main et qui reprend dans l'autre. Vous avez certainement tous entendu parler de la déconjugalisation de l'AH qui est passée à l'Assemblée nationale et qui est présentée comme une victoire, et certes c'est une victoire, mais le retour de bâton est déjà arrivé, puisque en même temps qu'on déconjugalise l'AH, le gouvernement conjugalise la compensation du handicap. C'est quoi la compensation du handicap? C'est tous les moyens qui sont donnés à une personne handicapée pour compenser son handicap par de l'aide humaine, des personnes qui vous assistent à votre domicile, à votre emploi ou ailleurs, donc des aides humaines, ce sont des aides techniques, des fauteuils roulants, des prothèses, ce sont des aménagements du véhicule, des aménagements du logement, des aides animalières par exemple pour les personnes aveugles avec les chiens d'assistance, etc. Donc cette compensation de handicap, la loi de 2005 avait prévu qu'elle serait intégrale et qu'elle serait dans tous les domaines de la vie. En réalité, les textes réglementaires ont été beaucoup plus limitatifs que ça, et surtout il y a eu un espèce de deal entre, à l'époque en 2005, les départements craignaient que ça coûte cher, et donc il y a eu la PCH, prestation de compensation du handicap, qui est individualisée, qui ne prend pas en compte les ressources du conjoint, qui a été mis en place. Et pour compléter la PCH, parce que la PCH ne couvre jamais l'ensemble des frais, il y avait un texte qui disait que le reste à charge des personnes handicapées ne devait pas dépasser un montant correspondant à 10% de leurs ressources. Donc ça laissait une petite part à la charge de la personne, ce qui était déjà pas tout à fait conforme au texte. Le problème, c'est que ça n'a jamais été appliqué, que l'État s'est bien gardé de sortir les décrets d'application permettant l'application de ce texte, et en fait, suivant les départements, il y avait des départements où on pouvait obtenir des fonds de compensation, et d'autres pas. C'est pour ça qu'on voit des gens régulièrement faire des cagnottes pour payer qui un fauteuil, qui une aide technique, qui un véhicule, etc. Et je te laisse poursuivre pour expliquer pourquoi est-ce qu'on va contester les décisions du gouvernement. Tout à fait. Alors, la problématique de fond, c'est qu'il y a un droit qui a été édicté en 2005, selon lequel l'État, la collectivité, doit compenser le handicap. Or, comme le disait Madame Morin, dans un premier temps, les décrets d'application de la loi ne vont pas être pris, ne vont pas entrer en vigueur, ce qui va simplement empêcher son exécution. S'en suivront des condamnations du Conseil d'État de l'État sous astreinte à édicter ce décret d'application. Or, quand il va être édicté, il va être rédigé de manière habile, évidemment dans le mauvais sens du terme, pour détricoter le texte et empêcher l'application et le règlement de ces prestations de compensation de handicap. Ce détricotage va se faire en deux étapes. La première, ça va être une loi en mars 2020, selon laquelle la prestation de compensation de handicap va être versée dans la mesure des fonds disponibles. En fait, c'est pas la PCH, c'est le Fonds départemental de compensation, puisqu'on a Exactement. un double mécanisme qui est inutile, mais qui est juste le fruit d'arbitrage financier à haut niveau. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une PCH qui couvre tout, ce qui aurait été beaucoup plus simple pour tout le monde, nous, on a fait un mécanisme à la française où d'abord on donne la PCH, et puis après on refait un dossier pour avoir le Fonds départemental de compensation, et pour qu'au total, il reste moins de 10% du montant des revenus de la personne à sa charge comme frais de compensation. Le problème, c'est que la loi était tout à fait claire sur ces 10%, mais ça n'est quasiment jamais rentré en application. Et là, le gouvernement, en mars 2020, au début au moment de la crise sanitaire, nous sort une loi où il rajoute dans la limite des budgets disponibles. Dans la limite des budgets disponibles. Ça veut dire, si on met de l'argent, vous aurez de la compensation, si on ne met pas d'argent, vous n'aurez pas de compensation. Et on sait bien que ce n'est pas mettre de l'argent ce qu'ils vont faire, c'est de ne pas mettre d'argent. Et après arrive le fameux décret de 2022. Donc voilà, exactement, la première étape, c'est sur les fonds disponibles qui limitent évidemment l'exécution d'un droit, le règlement de prestation. Et cette deuxième étape, après, c'est ce décret du 25 avril 2022, selon lequel, cette fois-ci, on va calculer les ressources de la personne qui demande l'aide de l'État en fonction non plus simplement des siennes, mais aussi de son conjoint ou de son foyer fiscal.
Et donc on se retrouve dans une situation finalement qui est très comptable et non pas de fond politique, où on va avoir d'un côté enfin une déconjugalisation de l'AAH sous la pression politique, mais par contre, et ça n'embête pas les instances dirigeantes, de notre côté, la conjugalisation de la prestation de compensation du handicap et finalement la disparition progressive d'un droit de l'aide de la collectivité pour les personnes en situation de handicap. Donc, notre procédure, ça c'était l'explication, c'est simplement, dans un premier temps, un recours gracieux à l'attention du Premier ministre, de Mme Elisabeth Borne, pour lui demander de revenir sur ce décret d'application, étant observé qu'un décret d'application ne peut rogner un droit qui est prévu par une loi, mais qui doit simplement aider à son application. Or là, avec ce décret, évidemment, le gouvernement va plus loin pour essayer de diminuer sa portée. Ça, c'est la première étape. Et puis, si le gouvernement décide de ne pas bouger sur cette question pourtant fondamentale, eh bien, on saisira le tribunal administratif pour que le juge puisse le faire modifier sa position. Mais il faut savoir, il y a deux choses. Pourquoi est-ce qu'on peut attaquer ce décret? C'est parce que ce que disait la loi, et là-dessus il n'est pas modifié, c'est qu'on prenait en compte les ressources nettes personnelles de la personne. Et le décret lui parle de prendre les ressources du foyer. Donc le principe, c'est qu'un décret ne peut pas être contraire à la loi. Et là, il est contraire à la loi. Donc on espère, on a quand même de bonnes chances de gagner sur cette affaire. Et en même temps, pourquoi est-ce qu'on remet en question la loi de 2020 que maintenant? Tout simplement parce que c'est passé en catimini au moment de la crise sanitaire. Moi, je n'ai découvert ce texte en 2021. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard dans cette affaire. C'est-à-dire qu'il faut savoir que j'ai moi-même attaqué le Premier ministre pour obtenir le financement complet, moins 10% de mes ressources, de l'aménagement de mon véhicule. J'avais réussi par la pression à obtenir de la MDPH qu'elle finance une somme importante par rapport à ce qu'elle fait d'habitude, dans le cadre des fonds départementaux de compensation. Et là, je viens d'obtenir d'ailleurs récemment du tribunal du pôle social du tribunal judiciaire, dans le cadre des recours sur les PCH, fonds départementaux, je viens d'obtenir la condamnation de la MDPH à verser 22 000 € pour compléter le financement qu'ils auraient dû me donner dès le départ. Simplement, ils ont fait appel de cette décision, donc c'est une affaire qui va en prendre encore 2-3 ans. Mais mon idée, en attaquant la Première ministre, parce que j'ai attaqué déjà la Première ministre pour faire sortir le décret en 2017-2018, c'était de faire jurisprudence pour que ça s'applique à d'autres, parce que moi je vois la différence de conditions de vie que j'ai depuis que j'ai une voiture à cause des transports collectifs insuffisants à Toulouse et ailleurs. J'ai retrouvé une autonomie que j'avais perdue pendant plus de 10 ans. Rendez-vous compte que je devais, pour un simple déplacement, même pour une rage de dents, réserver mes transports 10 jours à l'avance, 15 jours à l'avance, sans être sûr d'avoir le transport à l'heure désirée, à l'heure dont j'avais besoin. Enfin, c'était extrêmement maltraitant. Donc, on est dans un pays où on regarde uniquement les difficultés des gens sans chercher à les compenser réellement, contrairement à d'autres pays. Et ça, c'est dramatique. Il faut vraiment que cette compensation de handicap, qui était la grande promesse de la loi de 2005, il faut quand même le rappeler, c'était l'avancée de la loi de 2005. Elle avait déjà été limitée par des textes réglementaires qui étaient limitatifs par rapport à l'esprit de la loi, et maintenant on est carrément dans des reculs très graves. C'est pour ça que nous avons pris l'initiative de faire ce recours gracieux et d'aller au contentieux derrière. Et ce que nous regrettons, c'est que les associations qui parlent à la place des personnes handicapées en France, c'est-à-dire les organisations qui gèrent des établissements spécialisés et qui sont malheureusement les interlocuteurs des pouvoirs publics, parlent à nos plaques, ces associations sont étrangement silencieuses sur ces reculs. Elles se sont contentées de donner un avis défavorable au CNCPH, elles n'ont fait aucune publicité autour, elles n'ont pas saisi les tribunaux, et si certains se demandent pourquoi, il faut peut-être s'interroger sur les liens financiers qu'il y a entre ces organisations qui parlent en notre nom, sans être légitimes à le faire, et la gentillesse qu'ils manifestent vis-à-vis du gouvernement dans les faits. Donc c'est pour ça que, bien que nous sommes une petite association, nous avons lancé ce recours et nous faisons aussi, on mettra le lien après, un crowdfunding pour nous aider à payer les frais d'avocat parce que nous sommes une association indépendante qui ne touche aucun financement pour justement rester complètement indépendant des pouvoirs publics et ne pas subir leurs dictats et ne pas être obligé de se taire face à des reculs manifestes de nos droits. Et donc on vous invite à aller consulter les liens qui seront en page en dessous de cette vidéo. Je
veux rajouter quelque chose, David? Un dernier mot, il serait stratégique pour le gouvernement de faire droit à notre demande de recours gracieux, parce qu'à défaut, nous allons saisir le tribunal administratif, ce qui nous permettra, d'un point de vue procédural, de déposer une question prioritaire de constitutionnalité, une QPC, et d'aller attaquer non plus uniquement le décret, mais aussi la loi de mars 2020. Donc moi j'ouvre... Parce que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, je veux dire, si on laisse ces deux textes en l'état, c'est-à-dire la loi et le décret, ça veut dire que les sites de crowdfunding, d'appel à la charité vont encore marcher pendant longtemps. Et dans ce domaine-là, il vaut mieux avoir un jeune enfant mignon pour faire du crowdfunding, qui est une vieille dame qui a besoin de pouvoir sortir de chez elle, de pouvoir avoir un fauteuil roulant. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne changent pas de fauteuil roulant, qui se retrouvent avec des pannes de fauteuil roulant parce qu'ils n'ont plus les moyens de changer de fauteuil roulant, tout simplement. Alors que c'est une extension de leur corps. C'est gravissime. Merci.